Après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, nous allons parler dans ce spécial grand plateau. Est-ce que l'arrêt de cette Cour bloque les recours à la Cour constitutionnelle? Dans une représentation de Floride Zantoto, bienvenue. Merci. Voilà, nous avons deux invités, le professeur Tshilumba, bienvenue. Merci. Vous êtes professeur de droit et aussi un des avocats conseils de Christophe Grobler. Maître Oscar Moubiaï, bienvenue. Merci. Voilà. Vous aviez suivi l'arrêt de la Cour constitutionnelle et cet arrêt, je commence directement par la question de notre thématique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est fini, on ne peut plus aller à la Cour constitutionnelle ou dans une autre juridiction? Ah voilà, Cour de cassation, merci Floride, ou une autre juridiction nationale? Bon, je ne sais même pas pourquoi vous renvoyez si précipitamment à la Cour de cassation. De ce que je sache, cette Cour n'est un juge naturel de personne. Elle est par essence un juge de privilège. Elle est un juge d'exception parce qu'elle n'est pas juge naturel de qui que ce soit. Si vous avez bien suivi dans le libellé de l'arrêt de la Cour, lorsqu'elle tente même de penser à une possibilité qu'il y ait une autre instance, la Cour renvoie plutôt à l'idée du juge naturel. Cela implique plus ou moins, parce que nous n'avons pas été à la Cour pour le compte du Premier ministre ou de l'ancien Premier ministre, mais plutôt nous avons eu un client qui a été attiré. Ça implique plus ou moins que pour qu'il soit jugé ailleurs, il faut d'abord que celui qui l'a tiré par la chemise pour l'amener à la Cour constitutionnelle soit justiciable de telle juridiction, parce qu'en fait, ils se sont retrouvés, par ironie du sort, liés pour les mêmes infractions présumées commises pendant que l'un était Premier ministre en fonction et que l'autre était co-contractant de l'État congolais dans un contrat d'investissement signé sur base plutôt du code des investissements et non sur base de la loi sur le marché public, comme on l'a dit. Donc, cela étant, je suis toujours un peu peiné d'entendre l'opinion évoquer l'idée de la Cour de cassation comme si parmi les justiciables présentés devant le juge constitutionnel, il y en avait un dont la Cour de cassation est juge naturel. Non, elle est juge de privilège. Voilà. Ça, c'est plus ou moins le premier tableau que je peux brosser. Mais la question maintenant de savoir si, après l'arrêt de la Cour, on peut se retrouver devant un autre juge. Oui, on peut bien se retrouver devant un autre juge. Mais il faut cette fois-là nuancer. Est-ce qu'on va devant un autre juge pour les faits qui avaient été portés devant la Cour constitutionnelle ou pour d'autres faits à découvrir qui n'ont pas encore été mis à la place publique? Il faut noter que l'instruction devant la Cour constitutionnelle, fort malheureusement pour notre client, par exemple le Sud-Africain Grobler, il y a eu ce que nous avons dénoncé à la place publique, une sorte de caporalisme procédural, parce qu'il a été présenté devant la Cour comme une personne présentée en citation directe, alors que cette Cour ne reçoit pas les actions en citation directe. Une violation, à votre avis? Une entorse, une violation très grave, parce que non seulement qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque invitation au parquet, il n'avait jamais été entendu, il a souhaité lui-même être entendu, on lui a refusé ce droit d'être entendu, et curieusement, on suppose qu'il est présumé coupable, on décrète des mesures privatives de liberté à son encontre, et on ignore les lois en vertu desquelles il est venu investir ici, comme s'il y avait quand même une logique d'aller à l'encontre de l'action actuelle du chef de l'État qui veut que les investisseurs viennent et pendant que lui les appelle, les tiennent des machettes pour leur dire ne venez pas. Mais ce n'est pas encore ça le cas. C'est pas ça la question. Pour dire concrètement ici que cette fois-là, parce qu'il n'y a pas une autre instance en cours, parce que nous n'avons pas encore connaissance des faits nouveaux qui doivent faire l'objet de cette nouvelle instance, l'arrêt de la Cour a précisé qu'elle a éteint l'instance. J'ai même eu l'occasion de le lire encore ce matin. Oui, maître. Dans votre argumentaire, soyez le plus
explicite possible, hein, pour permettre également à toute la population de pouvoir comprendre ce que cet arrêt dit, l'essentiel, je veux dire, de cet arrêt. L'essentiel de cet arrêt est dit à la page, au 13e feuillet, en fait. L'essentiel. Oui, parce que c'est l'arrêt de la Cour désormais, c'est une loi de la République, ça. C'est une loi, c'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et voici. Il devient une loi. C'est ça l'interprétation la plus autorisée de la Constitution à ce jour en cette matière. D'accord. C'est-à-dire qu'à la place d'ouvrir l'article 164 de la Constitution dans la Constitution de la République, désormais pour le lire avec fidélité, il faut lire l'arrêt de la Cour. Ok. Voici ce que l'arrêt de la Cour dit à propos. Elle commence par dire ce que dit l'article 164 qui avait permis en fait au parquet de présenter les Vous pouvez nous le lire là, cet article est d'abord de la Constitution. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Je m'arrête un peu là. Oui. Moi, je suis un littéraire. Okay. Ça m'intéresse beaucoup lorsque des mots de cette nature se trouvent dans une phrase, surtout d'une loi. La Cour constitutionnelle est le juge pénal. Et le juge pénal. Ce déterminatif de l'article défini dit tout simplement qu'en dehors d'elle, il n'y a pas un autre juge pénal. Du président. Du président de la République et du Premier ministre. Okay. Pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Point. Elle est également compétente pour juger leurs coauteurs et complices. C'est cette disposition qui amène notre client devant la Cour devant la Cour constitutionnelle. Mais maintenant, si on prend... Oui, comment cette disposition a été interprétée? Voilà, je vais y aller. Oui. D'abord, vous allez noter ici qu'il y a deux blocs d'infractions ici. Les unes sont politiques et par essence exclusivement de la seule compétence de la Cour constitutionnelle. Les autres sont des droits communs, mais aussi exclusivement de la seule compétence de la Cour constitutionnelle, parce que commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions du chef de l'État ou du Premier ministre. Qui sont des personnalités politiques. Ça signifie quoi? Je peux dire qu'ils sont des institutions. Parce que lorsque vous voyez la conclusion, lorsque la Cour juge le président de la République, à la fin on dit qu'il est déchu de ses fonctions. Oui. C'est l'institution président de la République. Lorsqu'elle juge le Premier ministre, à la fin il est déchu de ses fonctions. C'est l'institution gouvernement, parce que lorsque le Premier ministre est déchu, le gouvernement tombe. C'est l'institution gouvernement, en fait, ce n'est pas l'individu en tant que tel. C'est pourquoi on dit des infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Cela implique quoi? Quelles sont les infractions qu'on peut commettre dans l'exercice? Par exemple, le fait d'ordonnancer les dépenses. Vous avez signé, vous avez dit que l'argent sort de la banque. Vous avez signé en votre qualité, l'argent sort de la banque, c'est dans l'exercice. Qu'est-ce qu'on entend par infraction commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions? Imaginons un président de la République qui est devant l'Assemblée, le Congrès, il donne son discours, un député siffle, le président prend la chaise, il jette, il y a mort d'homme. C'est une infraction commise à l'occasion de l'exercice des fonctions du chef de l'État. Pour ces infractions, voici l'interprétation que la Cour donne. La Cour observe que l'article 164 de la Constitution reconnaît au président de la République et au Premier ministre un privilège de juridiction, tout simplement parce qu'il s'agit d'une question présentant un caractère politique trop accentué pour être examinée par une juridiction de l'ordre judiciaire. C'est-à-dire, c'est la Cour dit ceci en français facile. Oui. Moi, j'ai étudié le français. Pour ces infractions de l'article 164, la Cour dit quelles sont ces infractions à elle seule. Elle dit qu'aucune juridiction de l'ordre judiciaire ne peut connaître ces infractions. Donc ça veut dire que... La Cour a dit que la Cour de cassation ne peut pas ouvrir un dossier sur cette... Elle est écartée. C'est la Cour, c'est l'arrêt. Je ne lis pas hier, elle dit, pour être examiné par une juridiction de l'ordre judiciaire, la Cour a dit ceci. La plus importante des juridictions d'ordre judiciaire, c'est la Cour de cassation. Donc,
elle déjà, vous devez éviter de la citer parce que la Cour constitutionnelle, l'a écarté. Ces arrêts sont opposables erga omnes. Opposables à tous. À tous, y compris aux autres juridictions, aussi suprêmes qu'elles soient. Ça signifie qu'à partir du moment que c'est ça l'interprétation autorisée de la Constitution à ce jour, je trouve malhonnête que des personnes, que des scientifiques, des juristes comme vous, aient encore en tête des référentiels du genre la Cour de cassation pourrait, la Cour de cassation, oui. En fait, mais du reste... Voilà. Mais le procureur veut aller dans cette approche-là. Non, je pense que nous, le procureur peut aller dans cette approche comme il veut. S'il veut ouvrir un droit, une status nascendi, qui serait celui qui permettrait un droit nouveau, un statut nouveau, qui permettrait à tout procureur, lorsqu'il veut agir, d'écrire une nouvelle règle de droit. Mais tout simplement, si on va à l'encontre de cette décision de la Cour, ça s'appelle rébellion, c'est ça le droit. Voilà, Maître Oscar Moubiaye, vous aviez suivi l'exposé du professeur Chilumbaye. Votre réaction par rapport à ça? Mais écoutez, d'abord... Vous partagez son avis? Non, je ne partage pas totalement son avis. Je suis d'accord avec lui sur les principes fondamentaux des droits, mais je ne suis pas d'accord avec l'arrêt de la Cour, lequel, à mon avis, ne va pas dans le sens du droit. Donc la Cour constitutionnelle, à mon avis, c'est largement trompée. La Cour constitutionnelle? Largement trompée. Et on aura à le démontrer. Oui. Maintenant, je voulais d'abord vous remercier le prof Chilumbaye parce que vous permettez, moi, qu'à travers votre émission, qu'il y ait du contradictoire. Parce qu'on est habitué à des gens qui viennent de manière monolithique, tout seuls, sans contradiction, oui, et commencent à parler, on lui tend les micros. D'accord. Mais sur quel point êtes-vous d'accord? Voulez-vous l'expliquer? Et les points où vous n'êtes pas d'accord? Je suis d'accord avec le prof Chilumbaye, oui, ainsi que l'arrêt de la Cour, quand l'arrêt admet que pour les infractions commises par le président de la République et le Premier ministre, ces infractions-là ne sont exclusivement que de la compétence de la Cour constitutionnelle. Pas la Cour de cassation. Non, non, pas la Cour de cassation. La Cour de cassation n'est pas compétente. Oui. Ça permet qu'on réponde à votre question pour savoir est-ce qu'après que la Cour se soit prononcée, les dossiers Matata ainsi que les co-auteurs et complices dont les clients des profs Chilumbaye peuvent être traduits devant une autre juridiction? La réponse est non. La réponse est non. Totalement non. Donc c'est un non absolu. Ça veut dire qu'à ce stade, on ne peut plus faire recours à la Cour de cassation pour ce dossier? Pas du tout. C'est fini? C'est fini. Et c'est terminé. Oui. Alors, quand je parle du client des profs Chilumbaye, pourquoi lui, il se retrouve devant la Cour constitutionnelle ou s'était retrouvé devant la Cour constitutionnelle? C'était tout simplement du fait de l'auteur principal qui est M. Matata Ponyo. Et comme, pour reprendre l'expression du doyen Carbonnier, qui dit que le co-auteur ou les complices sont comme cousus dans un même sac. Ça veut dire que les autres prévenus ont suivi la compétence de Matata Ponyo. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés devant la Cour constitutionnelle. Maintenant, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. C'est là où je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Je considère que la Cour constitutionnelle est compétente. Quels sont vos moyens de défense? Alors, bon, voilà. Nous prenons l'article 164. Allez-y. L'article 164 dit que la Cour constitutionnelle est juge pénal du président de la République et du Premier ministre. OK. Une fois qu'on a arrêté à ce niveau-là, le prof Chilumbaye vous dit, je suis littéraire. Dans l'interprétation des choses, l'on a dit que Matata Ponyo n'étant plus Premier ministre, c'est ça l'erreur d'interprétation par la Cour constitutionnelle. Comme M. Matata Ponyo n'est plus Premier ministre et qu'il est ancien Premier ministre, la Cour étant que pour les ministres en fonction,
Et pour le Premier ministre en fonction? Pour le Premier ministre en Pour fonction, le président? ou le président, il ne peut plus être compétent. C'est ça l'erreur, tout simplement, parce que déjà, il n'y a aucune disposition qui dit que quand on n'est plus en fonction, on ne pourra plus être justiciable de la Cour constitutionnelle pour le Premier ministre. Parce que vous savez que pour le président de la République, il y a eu la loi de 2018 qui est, à mon avis, anticonstitutionnelle. Alors, anticonstitutionnelle. La loi portant ancien... oui. Statut des anciens présidents. Des anciens présidents est une loi anticonstitutionnelle. Oui. On pourra les démontrer. Restons d'abord sur le Premier ministre. Cette lecture faite, elle est totalement littérale et non pas littéraire. Parce que vous savez, un texte de loi se lit non pas seulement dans sa lettre, mais dans son esprit. Voilà. Quel est l'esprit de la loi? Il fallait prendre les circonstances des commissions de fait pour les interpréter et savoir s'il s'agit du Premier ministre, de l'ancien Premier ministre, ou tout simplement s'il s'agit que du Premier ministre. C'est pour cela quelles sont ces deux circonstances infractions. Au fait, si vous voulez, puisque nous sommes devant la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute juridiction de notre pays, tout le monde attendait cette Cour pour dégager le régime juridique du président de la République en fonction, du Premier ministre en fonction, de l'ancien président de la République et de l'ancien Premier ministre pour les infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que pour les infractions commises hors fonction. Alors, quand vous prenez maintenant les circonstances de commission de l'infraction, il ne fallait pas s'arrêter que la Cour constitutionnelle est compétente pour le président, on s'arrête là. Et on dit non, comme on n'a pas dit ancien Premier ministre, et donc ce n'est pas compétent. Non, il fallait associer ça aux circonstances de commission de fait. Il y en a trois. Vous avez pendant les fonctions ou à l'occasion des fonctions. L'interprétation que j'accorde à cela. Et le troisième, parce que vous avez dit il y en a trois. Troisième, c'est maintenant pour ça, ce sont des infractions commises pendant ou à l'occasion et les infractions commises hors fonction. Voilà les trois. Pendant les fonctions, vous comprenez tout de suite que c'est pendant que l'on est Premier ministre. À l'occasion des fonctions, c'est pendant que l'on n'est plus Premier ministre. Ah bon? À l'occasion. Non. À l'occasion de ces Laissez-le parler. Et après, Allez, je vous explique. Okay. Oui, vous avez une explication un peu différente de maître... Mais c'est pour ça que j'ai dit que je ne suis Exactement. pas d'accord avec lui. Ok. Et comme lui, il soutient l'arrêt de la Cour de manière assez idyllique, moi, je critique l'arrêt de la Cour. Oui. Et je crois qu'on a du temps pour maintenant démontrer en quoi c'est arrêt. Vous comprenez déjà que Allez-y, oui. la Cour constitutionnelle, en affirmant que la Cour est compétente sur base de l'article 164, elle ne tire pas elle-même les conséquences de ses propres constatations. Elle affirme qu'elle est compétente pour finalement dire je ne suis plus compétent. Bah. Donc cette conclusion est en contradiction totale avec des prémices. Ça c'est première observation sur le plan d'effort. J'étais en train de vous dire, quand on a dit, beaucoup ont dit ici, que comme on est ancien Premier ministre, l'on ne peut plus être poursuivi devant la Cour constitutionnelle. Moi je vous dis, il fallait que l'on distingue ce que la loi dit, l'article 164 dit, pour les infractions commises dans l'exercice des fonctions pendant, ça c'est quand on est Premier ministre, ou à l'occasion, c'est quand on n'est plus Premier ministre. Donc on pourra dire, à l'occasion, ça signifie en clair, parce que c'est ce qui m'intéresse maintenant, à l'occasion, ce qu'on n'a pas interprété. Donc le Premier ministre va dire, comme Matata, il est maintenant actuel Premier ministre, et plutôt il n'est plus Premier ministre, mais l'infraction pour laquelle il est poursuivi, c'est une infraction qui a été commise au moment où il était, à l'occasion de ses fonctions, au moment où il était. C'est ça la compréhension. Au moment où il était en fonction. Et par rapport pendant c'est quand il est en fonction, il est Premier ministre. Alors, c'est comme vous maintenant, si quelque chose vous survient, ça veut dire que c'est pendant que vous étiez en train de faire... Mais il me semble que vous avez pris cette disposition singulièrement. Il y a une suite, vous avez parlé de l'esprit, mais l'esprit parle aussi de la déchéance.
On ne peut pas déchoir. Maintenant, vous comprenez que moi, je n'ai pas pris singulièrement, j'ai pris dans toute globalité. Parce qu'il serait illogique. Parce que l'arrêt de la Cour pêche par la non-mise en cohérence de sa décision avec la politique pénale. Vous ne pouvez pas concevoir qu'on puisse prévoir une infraction. Quand on est Premier ministre, vous commettez l'infraction. Et quand vous n'êtes plus Premier ministre, cette infraction disparaît avec vos fonctions. Autrement dit, si telle est la compréhension, Matata peut bien voler ou l'actuel Premier ministre peut bien dire quoi? Peut bien dire ceci. Parce que l'arrêt est venu consacrer l'impunité. Et cela en violation, 1, de la Constitution. Dans son exposé des motifs, on pourra le lire. Et 2, de la loi organique sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. On dit qu'il faut mettre fin à l'impunité. C'est pour cela qu'on a érigé des infractions contre le président de la République et le Premier ministre. Avec cet arrêt, qu'est-ce qu'on retient? On retient que si vous êtes ancien Premier ministre, vous ne pouvez plus être poursuivi devant la Cour constitutionnelle. On est d'accord là-dessus. Mais si on dit qu'on ne peut plus être poursuivi devant la Cour constitutionnelle, Prof Tshilomba vient de vous dire, et il a raison, qu'on ne peut plus être poursuivi devant aucune autre juridiction. Ce qui voudrait dire en clair, quand vous êtes ministre, profitez-en, volez. Quand vous êtes Premier ministre et quand vous êtes président, vous pouvez voler. Et parce que quand vous aurez quitté vos fonctions, mais c'est la loi. Mais vous ne voyez pas que c'est la loi qui a verrouillé ça? Oui, la loi a verrouillé ça, mais il appartient maintenant aux parlementaires. Si je peux avoir juste il appartient maintenant aux parlementaires d'avoir. Effectivement. Professeur Tshilomba, vous aviez à répliquer. Oui, vous allez. Une seconde. Allez-y. Je vous prends l'exposé. Oui, et en attendant que vous preniez les... Non, c'est tout de suite, je ne veux pas dire chose. Je prends l'exposé des motifs qui vous dit quoi? Il faut mettre fin à l'impunité, n'est-ce pas? On reviendra, mais si vous prenez l'exposé des motifs, on dit l'objectif de cette constitution du 18 février 2006, c'est établir un ordre nouveau. Et l'ordre nouveau, c'est mettre fin à l'impunité. OK? Vous prenez la loi organique sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. On vous dit qu'il faut mettre fin à l'impunité. Mettre fin à l'impunité voudrait dire que désormais, il n'y a pas d'infraction qui soit, ou qu'il n'y a pas de gens, parce que beaucoup plus c'est pour les intouchables. Donc, nous ne pouvons plus voir dans une république comme la nôtre démocratique, des gens qui soient des intouchables. C'est pour cela on considère que les privilèges des élections et des immunités constituent l'angle mort de l'état des droits. Or, avec l'arrêt de la Cour, et ce que Prof Tshilomba vient de vous dire, ça voudrait dire que quand vous êtes pendant les fonctions, volez comme vous voulez, et parce que quand vous serez parti de vos fonctions, il n'y aura plus de poursuite. Et par rapport à la déchéance, je pourrais peut-être finir par là, pour ne pas monopoliser la parole, bien que je pense que je suis dans mes minutes. Donc, quand on parle de la déchéance, soyons quand même, il y a des erreurs rédactionnelles de notre Constitution. Erreurs encore? Largement. Cette Constitution a été très mal rédigée. C'est pour cela qu'il faut qu'on recourt à des compétences au lieu de recourir parfois à certaines... Mais pour le moment, parce que alors, là, ce sont des erreurs que vous êtes en train de relever. Vous prenez l'article 164. Prof Tshilomba vient de vous dire que si l'on est condamné, on est déchu des fonctions. Les termes de déchéance, oui, merci beaucoup. La déchéance ne se conçoit que pour le président de la République. Il est déchu de ses fonctions, de son mandat. Or, le Premier ministre n'a aucun mandat. Le Premier ministre, le mode de sa déchéance, si vous voulez, mais la manière de mettre fin à ses fonctions, c'est prévu à l'article 78 ou 78 qui dit... En quel terme? En termes que le Premier ministre, le président, met fin aux fonctions du Premier ministre. Ça veut dire un Premier ministre qui vient de voler. C'est le président qui met fin aux fonctions. Il nomme et met fin aux fonctions du Premier ministre. Donc, c'est l'article 78. On ne peut pas prévoir la déchéance pour un Premier ministre. Ça, c'est un mode pour quelqu'un qui a un mandat. Le Premier ministre n'a aucun mandat. Il est nommé. Et donc, maintenant, on vous dit, ça sera illogique
de pouvoir dire que quand il est condamné, il n'y a pas de On va y chance. revenir par rapport à ça parce qu'il y a eu toujours dans ce pays, le président de la République n'a pas eu le pouvoir de mettre le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Vous voyez ce qu'il y a eu. On va y revenir là. C'est tout de suite. procédurier. Voilà, c'est procédurier. Alors, Professeur, Maître Chilumbaï, voulez-vous revenir sur la commission des faits, les circonstances, parce qu'il établit une différence entre l'exercice de ses fonctions, des histoires comme ça. Essayez de nous éclaircir. Non, d'abord il faut dire que la Constitution n'utilise pas le mot pendant. Il n'y a pas pendant dans l'article 164. La Constitution parle des infractions commises dans l'exercice. Ce n'est pas pendant l'exercice. C'est différent. Parce que lorsqu'on dit pendant, ça signifie qu'elle inclurait toutes les infractions que le président de la République commettrait même dans son foyer. Non. Ici, Donc la là, Constitution... maître à ajouter. Maître à ajouter. La Constitution, en fait, dresse deux blocs d'infractions pour cette affaire. Oui. Les unes sont des infractions de droit commun commises pendant le mandat du président de la République, mais en dehors de l'exercice de ses fonctions. Mais les infractions dont nous parlons ici, c'est des infractions de l'article 164 commises dans et à l'occasion de l'exercice des fonctions. Voilà un peu pourquoi ces infractions, la Cour n'a pas plongé dans l'incohérence. La Cour commence par dire « Je suis l'unique juge de ces infractions ». Elle établit donc sa compétence matérielle. Pour ces infractions, il n'y a que moi qui peux juger. C'est comme le tribunal de commerce, pour des questions de commerce, il vous dit « Il n'y a que moi qui peux juger ». Ça n'implique pas qu'il dise qu'il n'est pas compétent sur une question de commerce lorsque, par exemple, elle n'est pas territorialement attachée à sa circonscription. Ici, la Cour n'est pas dans l'incohérence. Et moi, j'avais prédit que maintenant le droit commence parce que la configuration actuelle de la Cour, elle est telle que nous allons assister à la vraie révolution du droit. C'est maintenant que le droit constitutionnel congolais sera écrit. La Cour dit, je suis compétent, c'est mes infractions, c'est moi seul. Il n'y a pas un autre juge à part moi. Mais elle rappelle qu'au plan personnel, celui que vous m'avez amené n'est pas malheureusement moins justiciable. C'est cela. Pas Premier ministre. C'est cela. Et pourtant, si c'était un Premier ministre, ce n'est pas pour consacrer si c'était un Premier ministre, j'allais le juger. Voilà un peu ce que la Cour donne comme clarification. Lorsqu'on dit que c'est pour consacrer l'impunité, non. L'impunité serait autant consacrée par l'immunité déjà conférée à certains gestionnaires ou à certains responsables politiques. On ne peut même pas regretter qu'une loi institue l'impunité en une matière donnée parce que la raison d'État prime tout. Et le droit constitutionnel, d'ailleurs, il est un droit politique par excellence. Mais j'ai aimé la sagesse de la Cour. C'est un droit politique par excellence. On ne peut pas s'étonner devant des principes de droit constitutionnel qui consacrent l'impunité si c'est pour la raison d'État. On en consacre déjà pour les députés parce qu'ils ont l'immunité pour des actes posés aussi dans l'exercice de leurs fonctions. Mais ça ne consacre pas l'immunité. Exactement. Mais par contre ici, la République s'est redorée et s'est donné une mémoire d'état de droit lorsqu'elle dit, écoutez, personne ne peut échapper à la justice, y compris le président de la République. Alors, s'il commet des infractions dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, on le juge. Il peut être jugé. On le juge. Et on le juge où? Devant la Cour constitutionnelle pendant qu'il est en fonction. Cela est d'autant plus logique que la loi de 2018 institue un statut officiel d'ancien président de la République. C'est pour dire que la Cour est juge des présidents. L'ancien président de la République, il est injusticiable. C'est ça en fait, que ça soit inconstitutionnel, que ça soit... Moi j'ai toujours dit que c'est une loi inconventionnelle parce qu'elle va à l'encontre des statuts de Rome, mais toutes ces inconventionnalités, ces inconstitutionnalités ne se présument pas. Donc maintenant la loi... Il faut attendre que le juge les proclame. Maintenant ici, on vous dit, écoutez, la Cour est juge des premiers ministres. C'est logique parce que le statut d'ancien président de la République, il existe. Il est juridiquement consacré par notre législation. Comment la Cour se ferait juge de l'ancien président de la République alors que celui-ci est consacré dans ce statut, lui aussi, d'impunité?
Ça, c'est clair. La Cour, elle est allée même, elle a enseigné le vrai droit. Maintenant, lorsque nous rentrons à... Non, vous allez parler. Vous allez parler. Les minutes, elle est dans ces minutes. Vous avez fait parler. Lorsque nous Oui, rentrons à la question de déchéance, mandat, moi je ne veux pas que Maître Oscar me dise ici que lorsqu'on parle des mandats, il faut qu'on compte l'exercice d'un pouvoir déterminé en termes d'années. Non. Le mandat, lorsqu'on en parle ici, si vous lisez, allez jusqu'au bout de cet article-là, vous verrez que lorsque le président de la République est condamné, il est déchu de son mandat. Lorsque les complices sont condamnés, ils sont également déchus de leur mandat s'ils exercent les fonctions de puissance publique. Donc la déchéance, c'est autant pour les complices. C'est autant pour les complices si ils sont dans des fonctions publiques, que ce soit un directeur de l'administration publique, que ce soit l'exercice des fonctions publiques. Donc ça contredit, maître. Ça contredit exactement ça. Et parce que maître veut justifier ça, bien évidemment, lorsqu'il dit le Premier ministre n'est pas déchu. Non. Déjà, en dehors de cette déchéance de la Cour constitutionnelle, il est aussi déchu par le Parlement. Oui. Il n'y a pas que le président de la République, il est aussi déchu par le Parlement. C'est-à-dire, on adopte une motion de censure, on le fait partir. Voilà. Alors, si je peux rapidement comme ça parler. Ce qui est maintenant intriguant, c'est quoi? Parce que moi, je parle un peu de ce sujet sud-africain, cet investisseur qui est l'unique investisseur qui est venu dans ce pays depuis le pillage. Parce que lorsque vous lisez notre code des investissements, vous lisez la définition qu'il donne du mot investissement, vous vous rendrez compte que M. Christo Grobler est l'unique investisseur qui est venu dans ce pays depuis les pillages de 1990. Et il arrive ici, on ne l'a pas invité pour venir comparaître. Monsieur voit dans les réseaux sociaux, on dit tu es accusé à Kinshasa pour avoir détourné de l'argent. Il prend son avion en homme libre. Il atterrit à l'aéroport. Il vient se présenter lui-même devant le juge. D'ailleurs, il est arrivé dans la salle pendant que la Cour avait déjà retenu le défaut à sa charge, constatant qu'il est absent. Déjà? Oui, il est arrivé. Nous avons dû nous battre avec la Cour pour qu'elle rabatte le défaut. Parce qu'il est venu lui-même. Il n'a pas été bousculé. Il nous a consulté pour demander qu'est-ce que j'ai fait. Nous lui avons dit non. Toi, tu es un grand investisseur. Tu ne peux pas échapper à la justice. Tu dois venir assumer devant le juge. Il est venu dire, je dois le faire. Il est venu, il arrive. Il comparait. Il devait repartir pour préparer son procès. Il est interpellé. Son passeport est retiré. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors que, bien évidemment, il est présenté devant le juge sans jamais avoir été entendu. L'acte d'accusation indique en liberté. Je ne sais pas ce que ça signifie liberté. Bon. Qu'à cela ne tienne, l'instance est terminée, monsieur est toujours en détention. Ici à Kinshasa. Il est toujours en détention. Son passeport est où? Ça, moi, je ne sais pas. Mais il est toujours en détention. C'est-à-dire qu'il n'a pas la liberté de ce mouvement. Parce que, il ne peut pas sortir de là où il vit. C'est un étranger, il ne peut pas se promener sans passeport. Il est donc en détention. Maintenant, lorsque cette question est posée, bien évidemment, c'est là que ça rencontre votre préoccupation. Le parquet nous dit non, écoutez, l'instance continue. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. La Cour constitutionnelle n'a pas jugé comme juge de renvoi ou juge de règlement de juge. Cette compétence lui est bien évidemment reconnue au terme de l'article 65 de la loi organique. Elle l'a jugé comme juge pénal. Elle n'a pas renvoyé le dossier pour dire je me dessaisis, je renvoie à tel juge. Non, la Cour a éteint l'instance. En disant qu'elle est incompétente pour ces infractions-là, elle a dit du parquet attaché près d'elle que tu es incompétent. Parce que ce parquet n'est parquet pénal que pour ces infractions-là. Alors Jean-Paul Moukoulou fait de l'arbitraire alors? C'est la situation actuelle de cet investisseur. C'est bien évidemment une situation non seulement d'arbitraire, mais de prise d'otage. Okay. Et moi, je crains que pour une grande nation comme la nôtre, le chef de l'État se bat bec et ongle pour faire venir ces investissements parce que
il leur présente le code des investissements. Il leur dit, venez chez moi, voici, il y a une loi qui garantit vos droits. Des garanties qui sont différentes d'autres garanties offertes par d'autres lois. Voilà. Et si des organes officiels de l'État doivent naviguer à contre-courant de cet effort du chef de l'État, nous sommes finalement dans l'embrouille. D'accord. Voilà. Maître Oscar, Merci beaucoup. J'espère que j'aurai aussi... Vous aurez autant de temps. Allez-y. Je peux avoir juste la loi organique, Oui. s'il vous plaît. Alors, Donc, vous n'êtes pas d'accord, donc on vous a démontré que même les co-auteurs peuvent aussi également être déchus. Donc, voilà. Non, mais écoutez, il ne faut pas que l'on confonde des choses. Nous sommes en matière pénale. Nous devons rappeler les principes. Que vous soyez à Kinshasa, à Paris, dans les villages, partout au monde, c'est un principe universel. La loi pénale s'interprète de manière stricte, ce qu'on appelle le principe de stricte interprétation. Je prends l'article 164, je prends par rapport à votre question, par rapport à ce que le professeur Chilombaye dit. Nous sommes à l'article 164. On vous a donné les blocs des infractions, on va y revenir. Mais pour reprendre la sanction, il faut se reporter à l'article 167. L'article 167, voilà ce qu'il dit. En cas de condamnation, le président de la République et le Premier ministre sont déchus de leur charge. Sont déchus de leur charge. Les deux. Donc la déchéance, c'est autant pour le président et pour le Premier ministre. Bon, mais ça vous contredit? Non. Je dis ceci, c'est ce que la Constitution a dit. Mais dans la rédaction, il est inintelligible que l'on puisse parler d'une déchéance d'un Premier ministre. Donc c'est mal écrit. C'est mal écrit. Ah, là, parce qu'un Premier ministre... Mais je vous explique. Allez-y. C'est pour ça que je prends la parole pour vous expliquer. D'abord, je voulais observer que quand vous prenez l'article 167, vous ne voyez pas la sanction de déchéance de mandat de complice ou co-auteur. On ne parle que du président et du Premier ministre. Donc l'affirmation selon laquelle que les complices ou les co-auteurs vont subir les mêmes sorts, on ne peut pas vous prononcer une peine qui n'a pas été prévue par les textes. C'est ce que l'on dit en droit pénal, pas d'infraction, pas de peine sans loi. Le criminel, le loi poyenne, c'est un principe de droit. Donc, cette sanction de déchéance pour d'autres personnes autres que le président de la République et le Premier ministre, je n'en vois pas dans ces textes, je n'en vois pas nulle part, si, avec des lunettes qui ne sont pas les mêmes que les miennes, avec que les miennes, les lunettes des profs, s'il peut par même jumelle, il ne trouvera pas. Ça, c'est dit. Alors, maintenant, je vous démontre en termes de mandat. Quand prof vous dit, le mandat, ça signifie que c'est un poste que l'on a par élection. C'est pour ça qu'on reçoit mandat de quelqu'un. Quand on est nommé, on n'a pas de mandat. Ça, c'est une nomination. Ici, pour le Premier ministre, il n'a pas de mandat. Le Premier ministre n'a jamais été élu et n'ayant jamais été élu, il n'a aucun mandat. C'est pour cela, à l'article 78, il est prévu que le président de la République nomme et met fin aux fonctions du Premier ministre. Et donc, le mode de prise de fin des fonctions du Premier ministre, c'est prévu par l'article 78 de la Constitution. Et en même temps, soyons un peu, parce que nous sommes dans l'interprétation, je vais dire que l'on soit intelligent, parce que la Constitution est faite pour qu'on comprenne et qu'on l'interprète dans son intelligence. Un Premier ministre qui viendrait à commettre l'infraction comme M. Matata Ponyo, pourquoi soumettre ça à une procédure aussi lourde? Parce qu'en principe, le président de la République peut mettre fin à ses fonctions. En même temps, comme le prof Chilombaye a dit, on peut initier une motion de censure ou de défiance pour qu'il tombe. Voyez-vous, quand le Premier ministre tombe, c'est tout le gouvernement qui tombe. Donc on ne peut pas prendre des textes pour venir paralyser toute une institution. Le Premier ministre n'est pas une institution, c'est un individu. L'institution, c'est le gouvernement. Alors que le président de la République, c'est une institution qu'on appelle président de la République. Et donc, vous ne pouvez pas paralyser une société pour l'effet d'un individu. Voyez-vous, un Premier ministre qui tombe, on en nomme un autre. Un président qui tombe, c'est une paralysie d'une institution, on n'en nomme pas d'autre.
Voilà pourquoi l'intelligence de soumettre sa déchéance à des mécanismes lourds. Mais pour un Premier ministre qui se révèle voleur, comme maintenant ils sont présumés voleurs de la République, on n'a pas besoin de lui assurer des garanties légales. Donc voilà, quand j'ai parlé de non mise en cohérence, c'est qu'on ne peut pas concevoir des infractions et puis mettre beaucoup d'obstacles, comme la Cour le dit. La Cour dit qu'il y a des obstacles insurmontables pour punir. Vous ne pouvez pas prévoir une infraction et mettre des obstacles insurmontables pour punir. Ça veut dire qu'il n'y a pas la cohérence dans cette interprétation. On pourra y revenir. Maintenant, le provenu sud-africain. Bon, je veux bien que son avocat le défende magnifiquement, mais écoutez, c'est un prévenu, c'est un présumé voleur de fonds de l'État congolais. Et donc, je veux bien, et nous saluons le président de la République, dans l'effort qu'il puisse faire pour l'investissement avec le doing business. Donc, attirer les investisseurs. Mais nous n'allons pas attirer des voleurs. C'est ça le problème. Sinon, nous serons un fourre-tout où les étrangers arrivent chez nous pour plus voler que créer la richesse. Donc, voilà, qu'il soit venu... Mais un voleur qui vient de lui-même. Mais écoutez, monsieur, il n'est pas venu de lui-même. Il l'a appris. Il pouvait rester. Ben, écoutez, c'est parce qu'on sait que si vous restez, on va vous chercher par d'autres moyens. Non, mais quel moyen? Mais en même temps... Lui, il a saisi Genève. En même temps, ah oui, ça, on va y revenir avec Poutine. Ça, c'est autre chose. Oui. Nous voulons dire ceci. Nous parlons du droit pénal. Oui. Quand on parle du droit pénal, c'est un droit répressif. C'est un droit qui protège par des sanctions graves qui sont la privation des libertés. C'est un droit, le droit pénal ne concerne que de malfrats. Un homme honnête n'a pas à se retrouver face au droit pénal. Bien entendu, il reste que, n'ayant pas été condamnés, ils sont présumés innocents. Et donc, pour que tout le monde nous comprenne, vous avez posé cette question. L'arrêt d'incompétence ne dessaisit pas la Cour, ne met pas fin aux poursuites. Pour dire quoi? Pour dire quand la Cour s'est déclarée incompétent, Matata et consorts n'ont pas été acquittés. En principe, quand vous prenez, je suis avocat français, dans le système français, quand, vous comprenez, on évolue. C'est pour ça qu'il faut faire des réformes chez nous. Quand une juridiction se déclare incompétente, elle doit désigner laquelle est compétente. La Cour constitutionnelle étant une plus grande juridiction, eut la sagesse d'indiquer quelle est la juridiction autre compétente maintenant qu'elle s'est déclarée incompétente. Ce débat n'eut pas lieu. Mais l'arrêt ne le dit pas. Or, malheureusement, l'arrêt ne le dit pas. Mais évidemment, parce qu'en droit congolais, ce n'est pas une obligation. Mais l'arrêt le dit dans l'interprétation que le prof Chilomba vous a dit. L'arrêt dit que le Premier ministre et le Président de la République ne sont soumis qu'à la compétence de la Cour constitutionnelle à l'exclusion de tout autre juge. Maintenant, quand je vous parle de la cohérence, puisque le juge qui est compétent par rapport à l'article 164 vient de vous dire « je suis incompétent ». Et le prof Chilomba vous dit, et ça, il a raison, que la Cour de cassation où Matata peut être jugée ne peut pas le faire. Elle est incompétente. Dites-moi, puisque nous avons dans la Constitution des infractions prévues, n'est-ce pas? Et les infractions qui sont prévues, à partir du moment qu'ils n'ont pas un juge, c'est comme un bébé qui n'a plus, qui ne peut plus évoluer sans utérus, même si... Et dans ce cas... Voilà. Dans ce cas-là... Alors le travail revient aux parlementaires. Dans ce cas, vous comprenez pourquoi j'ai dit ceci. J'étais en train de vous dire... L'instance est éteinte. Non, l'instance n'est pas éteinte. Un jugement d'incompétence, comment s'éteint une instance? Une instance s'éteint par un jugement définitif. Qu'est-ce que l'on entend par un jugement définitif? C'est un jugement qui doit nous répondre si Matata avait volé ou pas. Mais ici, nous n'en sommes pas là. Nous en sommes au niveau des procédures. Le juge a tout simplement dit cette matière ne me concerne pas. Voilà. Maintenant, cela n'exclut pas que un autre juge soit en principe saisi. Quand nous vous disons, en l'espèce, c'est la Cour de
cassation. En l'espèce. Mais, Oui, dans les cas sous examen. mais l'arrêt de la Cour a verrouillé. Non, écoutez, qu'on soit pédagogique. Nous sommes en train de dire logiquement, mais nous savons d'ores et déjà que par l'arrêt de la Cour, et pas par rapport à l'arrêt de la Cour, mais par rapport au type d'infraction reprochée à M. Matata Ponyo, ces infractions-là relèvent exclusivement de la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'on appelle une compétence matérielle d'attribution. C'est comme l'on prend le délit de presse. Vous êtes journaliste. Si on institue une juridiction pour connaître les délits de presse et que cette juridiction se déclare incompétente, en tant que journaliste, aucune autre juridiction ne peut aller, c'est ça. C'est en cela que je dis que le prof Tshilomba me réponde. Et aussi pour ceux qui nous suivent, c'est de manière déguisée qu'on a consacré l'impunité en non mise en cohérence avec des lois. Je vous ai dit, quand vous prenez l'exposé des motifs de notre Constitution, quand vous prenez la loi organique, on vous dit que nous devons mettre fin à l'impunité. À partir du moment... Alors, il faut réviser la Constitution, il faut y apporter des réformes. Non, la Constitution n'a pas de problème. Ce sont les hommes qui ont mal interprété la Constitution. Ne cherchez pas les faiblesses de la Constitution. Ici, la Constitution est claire. La Constitution dit ceci. Non, vous l'aviez dit dans le cas de déchéance. Non. Ça a été mal écrit. Mais écoutez, je vous donne l'exemple. Quand vous prenez la Constitution américaine, n'est-ce pas, il y a la conjonction « et ». L'on aurait pu comprendre que la Cour suprême de l'Amérique était mise sur le même pied d'égalité avec les autres juridictions des États fédéraux. Parce qu'on a dit la Cour et on pensait qu'ils sont même sur le plan horizontal. Mais les hommes ont réfléchi pour dire qu'ils ne sont pas sur le même pied d'égalité. On a consacré la supériorité. Donc nous pensons que la Constitution est faite pour les hommes intelligents et qui doivent interpréter les textes dans une cohérence de ce que la Constitution peut vouloir. Et donc, je n'admets pas que le prof Tshilomba vienne nous dire, ainsi que l'arrêt de la Cour constitutionnelle, vienne nous dire que quand on est ancien Premier ministre, on ne peut pas être jugé devant la Cour constitutionnelle, c'est ce qu'elle vient de dire. On ne peut pas être... c'est l'arrêt. On ne peut pas être non plus jugé devant... Il est exécutoire. Bon, moi, professeur, je voulais savoir... Autre question que je voulais savoir. Voilà. Alors maintenant, avec cet arrêt, comment un ancien Premier ministre, sénateur de surcroît, bénéficie de ses immunités? Il faut que Maître Oscar dise d'abord aux étudiants qui nous suivent qu'il est en train de donner un point de vue personnel et non ce que dit la Constitution congolaise. Parce que ce que dit la Constitution congolaise, c'est ce que la Cour a dit. Oui. Ça ne fait pas l'objet d'aucune discussion. Okay. Il faut toujours rappeler ça. Pour que les enfants, s'ils doivent répondre à une question sur ce que dit la Constitution pour l'ancien Premier ministre ou l'ancien chef de l'État, qu'ils disent ce que dit la Constitution au lieu de dire ce que tu dis. Il faut souligner que c'est ton point de vue. Maintenant, j'ai bien compris, maître, vous n'avez pas de lunettes, c'est ça? C'est pourquoi vous n'avez pas lu, parce que pourtant la phrase est très lisible. Allez-y. Article 105. En cas de condamnation du président de la République ou du Premier ministre, la Cour prononce sa déchéance. Alinéa 2e. Cette sanction s'applique mutatis mutandis aux co-auteurs ou complices revêtus de la puissance publique. Donc, ils sont déchus. Déchus. Très bien. Alors, voilà. Maintenant, pour répondre, est-ce qu'il y a impunité? Non, il n'y a pas impunité. Vous comprendrez, Maître Oscar, pourquoi vous vous êtes étonné, pourquoi la Cour a abordé la question des immunités parlementaires, selon vous, qui n'avait aucun rapport avec le débat. La Cour a abordé cette question pour répondre à votre préoccupation là. Elle vous dit que l'immunité n'est pas l'impunité du député ou du président ou de qui que ce soit. Parce qu'elle est une protection conférée au député, étant donné qu'il est le représentant du peuple souverain, c'est à ce peuple que la Constitution a conféré cette immunité. C'est pour cette raison que le député n'a pas le droit d'y renoncer. Il ne peut pas dire j'ai renoncé à mon immunité. Deuxièmement, j'ai entendu un débat honteux. Les gens disent on a levé l'immunité, on a levé l'immunité. Non, l'immunité on ne la lève pas. On ne lève pas l'immunité. L'immunité parlementaire est absolue. Elle est inconditionnée, elle est définitive, elle est d'ordre public. Qu'est-ce que l'on doit dire?
On ne la lève pas. On lève Lorsque quoi, vous lisez la Constitution de la République, article 107, vous constaterez qu'il n'y a pas lieu pour la levée de... J'entends ce débat. On a levé l'immunité, on a levé l'immunité. L'immunité est consacrée par l'alinéa 1er de l'article 107 de notre Constitution. Je crois que Maître Oscar est d'accord avec moi. Aucun parlementaire, c'est ça l'immunité en fait. Oui. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émises par lui dans l'exercice de ses fonctions. Point. C'est catégorique. C'est-à-dire l'immunité parlementaire ne concerne que ces matières-là. Pour d'autres faits, pour d'autres infractions qui ne sont pas commises dans ce cadre, c'est un régime d'autorisation. Okay. C'est-à-dire, pour le respect qu'on a pour l'institution parlementaire, et pour raison de séparation des pouvoirs, les juges ne peuvent pas aller prendre un élément constitutif de l'institution parlementaire sans l'autorisation du parlementaire. Ça signifie que, par exemple, M. Matata Ponyo, à ce jour, il est sénateur avec ses immunités. Il n'a pas perdu ses immunités. Oui. Mais le Sénat a autorisé qu'il soit poursuivi pour des infractions non immunisées. Alors, à quand la fin de ces poursuites? Ces poursuites ont pris fin, du moins celles qui étaient engagées. Oui. Pourquoi j'ai dit à Maître Oscar que c'est... On pris fin quand? Lorsque la Cour a rendu son arrêt. Voici comment le droit... L'instance est... Il peut voyager maintenant. J'ai dit, s'il vous plaît, l'instance est éteinte. Parce que l'instance commence quand? Avec les poursuites amorcées à partir du moment que le Congrès a autorisé qu'on le poursuive. Après, le procureur devait rentrer pour demander l'autorisation de mise en accusation. Et la mise en accusation, c'est devant la Cour. Voilà comment maintenant, une instruction qui a été menée en vertu de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas? Comment cette instruction peut servir de poursuite devant un autre juge qui n'est pas la Cour constitutionnelle? Ou finalement, qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? L'instruction qui s'est terminée était poursuivie conformément à cette loi. La Cour de cassation ne peut pas ouvrir cette loi ici. Cette loi, elle est une loi exclusive de la Cour constitutionnelle. Et cette instruction a été menée conformément à cette loi. Maintenant que le juge constitutionnel vous a dit que n'osez pas appliquer cette loi ici à cette espèce. Bon, si vous dites que vous allez devant un autre juge, c'est quoi cette magie juridique qui permettrait désormais qu'on prenne le dossier RP ou RMP 001 devant la Cour constitutionnelle, que l'on transforme ce dossier-là en RMP ou en RP 001 devant la Cour de cassation sur base d'une instruction menée en vertu de la loi organique portant organisation. Violation. Maintenant, est-ce que l'instruction est éteinte ou pas? L'instruction est éteinte. Elle est éteinte parce que la Cour a déjà dit au parquet, cette Cour, monsieur n'ose plus entendre un ancien Premier ministre sur ces matières ici, parce qu'il ne te concerne pas. Maintenant, si le procureur de la Cour constitutionnelle s'est ressaisi, c'est pour poser des actes d'instruction. Il va les poser en vertu de quelle loi? En vertu de cette loi. Pour quelle infraction? Les infractions de l'article 164, c'est une rébellion. Maintenant, la question de savoir si l'arrêt de compétence dessaisit la Cour ou pas. Mais la Cour est dessaisie, non? Maintenant, est-ce que l'arrêt met fin aux poursuites ou pas? L'arrêt met fin aux poursuites. Si le procureur peut la Cour constitutionnelle continue de poursuite, s'il doit mener ses prévenus là devant un autre juge, c'est quoi leur statut actuel? Parce que même si la Cour de cassation venait à être saisie, ce n'est pas avec son dossier à lui. C'est qu'il faut que le parquet peut la Cour de cassation ouvre un dossier. Mais dans l'espace là, toi tu prends des personnes humaines, tu les mets en prison, tu les prives de leur droit d'aller et revenir, ça s'appelle prise d'otage. Voilà, prise d'otage. C'est vraiment une violation honteuse de notre Constitution. Maître Oscar, vous allez je réponds très rapidement. Première chose, première affirmation. J'ai dit que la Cour constitutionnelle, par le fait qu'elle s'est déclarée incompétente et qu'on vous dit, et de ce point de vue, on s'accorde avec le professeur Lombaye, qu'on vous dit que pour ces infractions-là, il n'y a aucune autre juridiction, et la Cour elle-même le dit, qu'il n'y a plus aucune autre juridiction pour connaître ces infractions-là. Conséquence. Mais le procureur n'a pas la même compréhension?
Qui c'est Le procureur pris de la Cour constitutionnelle. Lui, il veut encore. L'arrêt a été notifié hier. L'arrêt a été notifié hier, je crois qu'il a pris le temps de le lire. Laissez-moi développer mon raisonnement très rapidement et je serai succinct. Oui. La question qui se pose, maintenant, quel va être le juge de l'ancien Premier ministre? C'est ça la question qui se pose. La Cour constitutionnelle a répondu qu'il n'est pas compétente. Maintenant, la Cour de cassation ne l'est pas non plus. En conséquence, je considère ça comme une consacration de l'impunité. 1. 2, maintenant, nous n'avons peut-être pas le temps de décortiquer tout l'arrêt. Quand, dans son 14e feuillet, la Cour constitutionnelle vous dit que le Premier ministre, y compris même pour les actes accomplis en dehors de ses fonctions, est irresponsable, vous verrez la Constitution, la réponse est non. Ce n'est pas vrai. L'article 164 distingue les infractions commises dans les fonctions et l'article 167, les infractions commises hors fonction, il est compétent. Donc, enfin, vous verrez, Maître Tshilomba, il l'a dit lui-même, que la Cour constitutionnelle a une compétence naturelle. Ce n'est pas un privilège de juridiction. Or, vous prenez l'arrêt, vous verrez que la Cour constitutionnelle est en train de parler de privilège de juridiction. Donc, conséquence de toutes ces choses, nous retenons quoi? L'arrêt d'incompétence n'entraîne pas l'extinction de l'action publique. Quand on vous parle de l'instruction, c'est quand on est devant le parquet. Mais devant le juge, quand le juge s'est déclaré incompétent, on va en chercher un autre. Maintenant, je comprends quand le pauvre Tshilomba dit, dans l'interprétation, étant donné qu'il n'y a pas un autre juge, il comprend cela comme une manière qu'on a mis fin. Mais juridiquement, à nos étudiants, nous devons dire que l'incompétence n'éteint pas l'instance. Voilà, merci beaucoup. Merci, fini. Maître Oscar. On a fini. Vous voulez terminer? On a fini. Non, je conclus que l'ancien Premier ministre a un juge. C'est son juge naturel, en effet, pour des infractions qu'il a commises en dehors de l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire, pour le moment, il peut aller devant le tripé, il a un juge. La question des privilèges. Nous parlons des infractions commises dans la fonction. Voilà, merci. Voilà. Nous parlons des infractions. Ça, c'est un débat des juristes, vous l'avez compris, fidèles téléspectateurs. Ça ne va pas finir, mais vous avez déjà une idée. Merci à vous, professeur Tshilomba, de votre passage. Maître Oscar Moubiaï, vous êtes avocat au barreau de Bruxelles. Non, de Lille, en France. Voilà, de Lille, en France. Merci, Floride Santos. C'était avec plaisir. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 54. À très bientôt.